Habituellement, quand on aborde le sujet d'un diagnostic médical grave, il y a cette espèce d'attente presque universelle d'une précision mécanique. Ouais, c'est clair, comme de l'ingénierie en fait. Voilà, c'est ça. On se casse le bras, la radio montre une ligne blanche bien nette, et le médecin pointe juste le doigt en disant bah, le problème est là, on va réparer ça. C'est vraiment l'approche cartésienne classique, quoi. On identifie la pièce défectueuse et on la traite ou on l'enlève carrément. Et pour le coup, c'est hyper rassurant. On aime bien quand les choses sont visibles, quand on peut les catégoriser de façon logique, isoler les problèmes dans une petite boîte. Absolument. Mais que se passerait-il si on changeait complètement de perspective? Et si une maladie grave, au lieu d'être une simple défaillance mécanique, genre une sorte de malchance biologique qui nous tombe dessus par hasard, était en réalité un message, un appel à l'aide super profond de notre être qui réclame un changement radical de chemin de vie? C'est un renversement de perspective assez vertigineux, hein. On passe vraiment d'un corps perçu comme une machine qui s'use et tombe en panne à un corps perçu comme un messager extrêmement sophistiqué. Bah, c'est le cœur de notre discussion d'aujourd'hui. Nous plongeons dans un ouvrage qui remet pas mal de certitudes en question qui s'intitule Cancer, les chemins de guérison, du docteur Luc Baudin. Un livre vraiment marquant. Ouais, pour tous ceux qui s'intéressent à la santé sous un angle véritablement global, qu'on soit touché par la maladie, qu'on accompagne un proche, ou qu'on soit juste fasciné par ce lien invisible entre le corps et l'esprit, c'est une lecture qui secoue. Bon, décortiquons un peu tout ça. Avec plaisir. Avant d'entrer dans les détails de ces fameux chemins, il faut quand même situer d'où parle l'auteur, parce que ça change tout en fait. Il n'est pas juste un philosophe de la santé assis dans un fauteuil. Ah non, loin de là. Luc Baudin, il a une formation d'oncologue clinique. Donc, il a passé des années dans les hôpitaux à prescrire des chimiothérapies, des radiothérapies. Il connaît parfaitement la rudesse des protocoles classiques et la froideur des statistiques médicales. Donc il sait exactement de quoi il parle sur le plan technique. Exactement. Mais au fil de sa pratique, il a élargi sa focale pour se former aux médecines naturelles et aux soins énergétiques. Ce qu'il propose ici, c'est pas du tout de jeter la médecine moderne aux orties. Oui, il n'est pas dans le rejet. Pas du tout. Il affirme même qu'elle est indispensable. Seulement, il nous explique que la médecine conventionnelle ne traite souvent que le bout de l'iceberg. La conséquence physique, quoi. C'est ça, la conséquence d'un déséquilibre beaucoup plus vaste. L'humain n'est pas juste un amas de cellules qu'on attaque à coups de molécules chimiques. C'est un écosystème complexe qui intègre le psychologique, l'émotionnel, l'énergétique et même le spirituel. Alors justement, si on prend cette vision d'écosystème, comment il explique l'apparition d'une pathologie aussi lourde? Parce que dans les premières pages, il fait une distinction qui me paraît essentielle entre le terrain et le facteur déclenchant. On a souvent tendance à amalgamer les deux. On entend souvent des gens dire bah, il a fait un cancer suite à son divorce. Oui, alors ce qui est fascinant ici, c'est que l'auteur décortique très bien ce mécanisme. Le divorce, dans cet exemple précis, c'est le facteur déclenchant. D'accord. C'est le choc émotionnel majeur, le stress aigu. Mais ce choc n'est pas la cause profonde de la maladie. Il n'est que le détonateur, en fait. Ok, donc la cause c'est le terrain. Exactement. La véritable cause réside dans le fameux terrain. Pendant des mois, voire des années, le corps va accumuler des toxines de toutes sortes. Il y a les toxines physiques, bien sûr, genre une alimentation ultra transformée, la pollution, le manque de sommeil, l'alcool. Le grand classique. Ouais. Mais à cela s'ajoutent les toxines émotionnelles et énergétiques. Un stress professionnel chronique, des rancœurs qu'on rumine, des peurs qu'on refuse de regarder en face. Tout ça, ça acidifie le corps. Ça crée une inflammation, c'est ça? Voilà, une inflammation de bas grade permanente et ça épuise le système immunitaire. C'est ça le terrain. Ok. Pour bien visualiser, c'est un peu comme si notre corps devenait, au fil du temps, une poudrière silencieuse. Ah oui, très bonne image. On entasse des barils de poudre dans la cave jour après jour, tu vois. La malbouffe, les nuits trop courtes, la colère rentrée contre son patron. La cave est pleine à craquer, l'air y est saturé, mais de l'extérieur, tout semble normal. Rien ne se voit. Rien n'explose. Et puis un jour, bim, survient ce fameux choc émotionnel brutal, ce drame familial ou cette rupture. Ce choc, c'est l'allumette qu'on jette dans l'escalier de la cave. Boum, l'incendie se déclare. L'image de la poudrière est vraiment d'une grande justesse, parce qu'elle explique un grand mystère médical. Pourquoi deux personnes qui subissent exactement le même drame de la vie ne vont pas réagir de la même façon? Ouais, c'est vrai ça. L'une va développer une maladie grave, et l'autre non, tout simplement parce que chez la deuxième personne, la cave était vide. L'allumette est tombée sur un sol en béton. Exactement, elle s'est consumée toute seule sans faire de dégâts. La maladie nécessite toujours un terrain préparé pour s'installer.
D'accord, je comprends super bien le mécanisme de l'explosion, mais ça soulève une question qui me laisse souvent un peu sceptique avec les approches holistiques. Pourquoi l'explosion a-t-elle lieu à un endroit précis? Hmm. Je veux dire, pourquoi les poumons plutôt que le foie ou les os? Est-ce qu'on cherche pas parfois à mettre du sens là où il y a juste de la biologie aléatoire? C'est une objection tout à fait rationnelle, hein. Mais Luc Baudard s'appuie sur ce qu'il nomme la loi de la résonance. Et il l'explique par des mécanismes psychosomatiques très concrets. Notre système nerveux central, qui gère nos émotions, est intimement lié à notre système immunitaire et endocrinien, Ok, donc tout communique. spécifique. La colère, la peur ou la tristesse ne libèrent pas les mêmes neuropeptides dans le sang. Or, selon la médecine énergétique et la symbolique des organes, certains tissus sont plus réceptifs à certaines fréquences émotionnelles. C'est-à-dire, comment ça se traduit biologiquement ou symboliquement en fait? Prenons les poumons par exemple. Symboliquement, ils représentent l'échange avec l'extérieur, le souffle, la vie elle-même. La respiration, ouais. Voilà. Donc, quand une personne vit un choc émotionnel lié à une peur viscérale de mourir ou qu'elle se sente complètement étouffée par une situation de vie, cette détresse spécifique va, par résonance, fragiliser l'énergie et l'immunité au niveau de la sphère pulmonaire. Ah ouais, d'accord. Un autre exemple très documenté par l'auteur concerne les os. Le squelette, c'est notre charpente, ce qui nous permet de tenir debout, d'être solide. Une fragilisation à ce niveau intervient très souvent après un choc lié à une profonde dévalorisation de soi. On perd ses piliers, quoi. C'est ça, la personne a l'impression de s'effondrer de l'intérieur, de ne plus être le pilier de sa famille, et le corps traduit littéralement cette perte de structure. Donc nos non-dits et nos fêlures finiraient par trouver une espèce d'adresse postale précise à l'intérieur de notre propre biologie. C'est joliment dit, oui. Si je suis ce raisonnement, si le terrain et nos conflits intérieurs sont les véritables architectes de la maladie, ça remet complètement en question la façon dont on doit se soigner. Je veux dire, si la tumeur n'est que la fumée de l'incendie, faire une chimiothérapie, c'est un peu comme essayer d'éteindre un feu de forêt en tapant sur la fumée avec une serviette, non? Alors là, c'est là qu'il faut être extrêmement précis sur la pensée de l'auteur. Luc Baudin ne dit jamais qu'il faut ignorer la fumée ou jeter la serviette. Au contraire, quand l'incendie ravage la maison, l'urgence absolue, c'est d'éteindre les flammes. Ce qui est logique. Et c'est le rôle de la médecine conventionnelle. Mais pour reprendre une autre image, imaginez que votre barque prend l'eau par un énorme trou. La chimiothérapie ou la chirurgie, c'est le seau qui vous permet d'écouper l'eau à toute vitesse pour pas couler. C'est vital. C'est vital, oui. Mais si vous prenez pas le temps de réparer le trou au fond de la barque, l'eau continuera de rentrer indéfiniment. D'où la nécessité d'une approche vraiment intégrative. Absolument. C'est pour boucher ce trou que l'auteur définit 6 piliers indissociables qu'il faut mener de front. Le premier, on vient d'en parler, c'est le traitement médical classique pour stopper l'urgence. Ok. Le deuxième, c'est le changement radical de mode de vie. Modifier son alimentation pour stopper l'acidité, fuir les pollutions, en gros pour arrêter de remplir la barque. Et le troisième pilier concerne les traitements naturels complémentaires, c'est ça? Dans le livre, il cite des choses très précises comme la broméléine ou la vitamine C liposomale. Mais concrètement, comment ça marche? Ce sont pas juste des petites vitamines pour se donner un coup de fouet? Ah non, pas du tout. L'action est très ciblée. La bromélaïne, par exemple, c'est une enzyme extraite de la tige de l'ananas. De l'ananas, oui. Oui, et pourquoi l'utiliser à forte dose? Parce que les cellules anormales se cachent souvent de notre système immunitaire en s'entourant d'un bouclier de protéines. Elle se camoufle. Elles deviennent invisibles pour nos globules blancs. La bromélaïne a la capacité de digérer, de dissoudre cette coque protéique. Une fois le bouclier détruit, le système immunitaire du patient peut à nouveau repérer les cellules intruses et les attaquer. Ah waouh, c'est redoutable en fait. Et pour la vitamine C alors? Quant à la vitamine C liposomale, c'est une technologie fascinante. La vitamine C classique est mal absorbée par l'intestin à forte dose. Mais en l'encapsulant dans des liposomes, des petites bulles de graisse en fait, elle pénètre directement dans les cellules. D'accord. Et le paradoxe, c'est qu'à très haute dose, à l'intérieur d'une cellule cancéreuse, cette vitamine agit comme un pro-oxydant qui va la détruire, alors qu'elle protège les cellules saines. Mais c'est passionnant de voir la mécanique derrière le remède naturel. On sort du fameux remède de grand-mère pour entrer dans de la biochimie pure. Quels sont les 3 autres piliers du coup? Alors, le 4e pilier, c'est l'accompagnement psychologique pour désamorcer le traumatisme initial. Le 5e, ce sont les soins énergétiques pour faire recirculer la vitalité bloquée. Et le 6e, qui est fondamental, la recherche de sens.
comprendre le message de la maladie. Ouais, mais attends, je me mets à la place de quelqu'un qui vient de recevoir un diagnostic lourd. C'est terrifiant. Le corps est épuisé, le mental est en vrac. Les traitements comme la chimio pompent la moindre goutte d'énergie. C'est une épreuve terrible, oui. Et là, on dit à cette personne, en plus de vos rendez-vous à l'hôpital, va falloir changer tout ce que vous mangez, prendre des dizaines de compléments, faire une thérapie psychologique, voir un énergéticien et trouver le sens profond de votre existence. Je vois ce que tu veux dire. C'est pas un peu écrasant, non? Enfin, c'est le meilleur moyen de culpabiliser quelqu'un qui n'y arrive tout simplement pas, quoi. C'est le grand piège, oui, et l'auteur en est très consciente. Vu de l'extérieur, on a l'impression d'ajouter 6 fardeaux sur les épaules de quelqu'un qui n'en peut plus, mais en réalité, ces piliers ne s'additionnent pas, ils entrent en synergie. Comment ça? C'est un cercle vertueux. Si on améliore son alimentation et qu'on prend des traitements naturels bien ciblés, on diminue drastiquement les effets secondaires de la chimiothérapie. Ah, donc on est moins fatigué. Du coup, on a moins de nausées, moins d'épuisement. Cette énergie retrouvée permet d'avoir la clarté mentale nécessaire pour faire un travail psychologique. Et en s'apaisant émotionnellement, on booste ses défenses immunitaires. Chaque pilier vient alléger le poids du traitement médical. On ne s'épuise pas à faire tout ça. On construit un filet de sécurité qui nous porte. D'accord, je vois mieux. C'est vraiment la synergie qui crée l'élan. Mais j'aimerais qu'on revienne sur ce 6e pilier, la recherche de sens, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. On touche à la corde la plus sensible du livre. Oui, le message de l'âme. L'ouvrage utilise cette expression très forte de la maladie comme un signal d'alarme. L'auteur explique qu'on tombe malade quand on est désaligné, quand on porte un masque social qui nous étouffe, quand on fait des choix pour faire plaisir aux autres, plutôt que d'écouter ses vraies aspirations. Oui, l'idée est que l'âme utilise le corps comme ultime porte-voix quand on refuse obstinément de l'écouter. C'est la tyrannie du paraître au détriment de l'être. C'est poétique, mais il y a un truc qui me dérange profondément là-dedans. Si on dit à un patient, ton corps réagit à ton âme désalignée, est-ce qu'on n'est pas dangereusement proche de le rendre responsable, voire coupable de son propre cancer? C'est une ligne fine, c'est vrai. C'est un peu comme lui dire « tu n'as pas été assez authentique dans ta vie, alors voilà, tu t'es fabriqué une tumeur ». C'est d'une violence inouïe, non? C'est une limite cruciale sur laquelle il faut vraiment s'arrêter. Il y a une différence fondamentale entre la responsabilité et la culpabilité. Et Luc Baudin fait très attention à ça. C'est-à-dire? La culpabilité, c'est un jugement moral. Genre, c'est de ta faute, tu as mal agi. Ça n'a pas sa place ici. Les mécanismes de survie, les peurs, les masques sociaux qu'on adopte depuis l'enfance, tout cela est majoritairement inconscient. On fait tous du mieux qu'on peut avec nos blessures. Ouais, on subit un peu notre conditionnement. Exactement. Le concept de maladie, ce n'est pas pour pointer du doigt les erreurs du passé. C'est pour redonner la responsabilité au présent. Le pouvoir d'agir. Voilà. La responsabilité, étymologiquement, c'est la capacité à apporter une réponse. Si le terrain émotionnel a joué un rôle dans la création du déséquilibre, alors la personne détient aussi un pouvoir immense pour participer à sa guérison en modifiant ce terrain. On passe du statut de victime passive, couchée sur un lit d'hôpital à attendre que le médecin fasse un miracle, au statut d'acteur central de sa propre vie. Vu sous cet angle, c'est vrai que ça redonne une sacrée force. Et ça nous mène tout droit au concept le plus troublant du livre. Une idée qui semble presque absurde la première fois qu'on la lit. Le concept de mourir guéri. Oui, c'est très fort. Dans notre société, et encore plus en médecine, la mort, c'est l'échec ultime. Le médecin a perdu. Comment on peut associer la mort à la guérison, quoi? Parce que l'auteur nous invite à dézoomer. La guérison physique n'est pas toujours possible. Parfois, la machine est trop abîmée. Le stade de la maladie est trop avancé. La réalité clinique rattrape, quoi. Voilà. Mais si cette épreuve, par l'urgence absolue qu'elle impose, pousse la personne à faire enfin le tri dans sa vie. À se recentrer sur l'essentiel. Oui, si dans ces derniers mois, elle parvient à pardonner à un parent, à dire je t'aime à ses enfants, à lâcher ses rancunes et à trouver une paix intérieure absolue, alors le voyage de l'âme est accompli. Les conflits qui créent de la souffrance profonde sont résolus. C'est puissant. La personne meurt, oui, son corps physique s'arrête, mais elle part guérie de l'intérieur. Ses blessures invisibles sont refermées. Elle quitte ce monde dans la sérénité et non dans la terreur ou les regrets. C'est une vision qui change complètement l'expérience de la fin de vie. Mais alors, sans attendre d'être au pied du mur, au fond, qu'est-ce que tout ça signifie pour notre vie de tous les jours? Parce que l'idée, c'est quand même d'éviter l'incendie. De faire de la prévention,
Exactement. Quels outils pratiques l'auteur propose-t-il pour assainir ce fameux terrain avant que l'allumette ne tombe? Le livre est extrêmement riche de ce côté-là, car le but est bien la prévention active. Il propose par exemple d'intégrer la pratique de Ho'oponopono. C'est une ancienne tradition hawaïenne de pardon et de réconciliation. Ho'oponopono. Mhm. Comment ça fonctionne concrètement? Répéter des mots hawaïens, ça a vraiment un impact sur la biologie du corps? Oui, quand on comprend la mécanique derrière. La pratique consiste à accueillir chaque conflit ou émotion négative et à répéter intérieurement 4 mots. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et ça marche. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurologie fonctionnelle. Quand on rumine une rancune, le cerveau active le système nerveux sympathique. Il sécrète du cortisol, l'hormone du stress, qui bloque la digestion, accélère le cœur et, à la longue, ça déprime le système immunitaire. L'inflammation s'installe. On s'empoisonne de l'intérieur. À l'inverse, pratiquer le pardon actif, ce que fait Ho'oponopono, ça court-circuite cette boucle mentale. Ça fait basculer le corps vers le système nerveux parasympathique, celui du repos et de la réparation. La tension artérielle baisse, l'inflammation diminue. Le pardon modifie littéralement la chimie du sang. Donc assainir son terrain, c'est faire le ménage dans sa tête autant que dans son assiette en fait. Exactement. Il conseille de faire un audit impitoyable de ses habitudes. Manger plus vivant, s'éloigner des environnements toxiques, qu'il s'agisse de produits chimiques ou de relations humaines destructrices. Les relations toxiques, c'est le pire. Et par-dessus tout, il insiste sur l'importance de cultiver la joie. La joie, le rire, l'amour ne sont pas de jolis concepts de développement personnel pour carte postale. Ce sont les fréquences vibratoires les plus hautes de notre organisme. Physiologiquement parlant. Oui. D'un point de vue physiologique, rire aux éclats plusieurs fois par jour est un bouclier anti-maladie redoutable. Ça oxygène les cellules et stimule la production d'endorphines et de cellules tueuses naturelles, nos fameux globules blancs spécialisés. Ce qu'on peut retenir pour ceux qui nous écoutent, c'est que ce livre, Cancer, les chemins de guérison, est très loin d'être un simple protocole médical alternatif. Oui, c'est bien plus vaste. Bien sûr, il explore avec la rigueur d'un clinicien le fonctionnement des traitements, mais il va beaucoup plus loin. Il trace un trait d'union fascinant entre la biochimie la plus stricte et la conscience humaine. Ça donne vraiment envie de se plonger dans ces pages pour auditer sa propre vie avec bienveillance, mais sans complaisance. La grande leçon de Luc Baudin, c'est d'arrêter de voir notre corps comme un ennemi qui nous trahit ou comme un champ de bataille où des cellules rebelles nous font la guerre. Le corps est notre partenaire le plus fidèle. À travers ses douleurs, ses fatigues et même ses maladies, il tente en permanence de nous réajuster, de nous ramener vers notre véritable nature. Une vraie boussole finalement. Et cette idée que notre biologie n'est que le reflet de nos conflits intérieurs, ça nous amène à une réflexion un peu provocatrice pour clore cette exploration. On parle toujours de la génétique ou du poids des années pour expliquer nos maux. Mais si le corps imprime réellement tout ce que notre âme réprime? Oui. On peut se demander quelle proportion de ce qu'on appelle le vieillissement naturel ou même l'hérédité n'est en fait que le poids physique écrasant de tous ces masques sociaux qu'on s'est forcé à porter jour après jour depuis des décennies. C'est une excellente question. Et si la véritable fontaine de jouvence n'était pas dans une crème ou une pilule, mais simplement dans le courage, parfois terrifiant, d'être enfin soi-même et de prêter attention aux murmures de notre âme dès aujourd'hui, à travers nos petits inconforts, plutôt que d'attendre que le corps soit obligé de crier pour se faire entendre. Voilà de quoi méditer. Une belle prise de conscience à cultiver. À très vite pour une nouvelle plongée passionnante.